amis, chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui j'ai le plaisir et la joie de recevoir pour l'émission Alchimie Louis Latour, et nous allons découvrir un personnage, une personne, un homme dont je peux dire aujourd'hui que son charme est très certainement la plus grande partie de sa personne. Mais bon, ceci dit, je m'avance peut-être un peu. On va découvrir Louis, et puis on va aussi apprendre comment un jour Louis en est arrivé à écrire, à écrire des poèmes d'ailleurs aussi, des poèmes, à écrire une pièce de théâtre, enfin beaucoup de choses. Hein, voilà. Bonjour Louis Latour. Bonjour. Bon, Didier est à côté de nous aujourd'hui, il sera peut-être pas forcément toujours à côté de nous pour les émissions, mais là en ce moment, alors Didier c'est celui qui va redonner sa parure à chaque émission. C'est ça ? C'est ça. C'est ça, hein, Didier. Bonjour. C'est Didier. bien ça. Voilà. Donc Louis Latour, il va nous parler, non pas de lui, pas de sa vie, enfin, il va parler de lui sans parler de sa vie. L'exercice est quand même pas très facile, mais je lui fais confiance. En parlant peut-être de poésie, de théâtre, par exemple, de poésie destinée au théâtre. Oui, mais alors, comment on devient Louis Latour, le Louis Latour d'aujourd'hui? L'histoire de la vie, mais quels sont les événements? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a ce qui peut être symbolisé par du zinc ou du manganèse ou du machin, fait qu'à un moment donné, le plomb se transforme en or? C'est une bonne idée de parler du métal et des couleurs et des transmutations et de l'alchimie. C'est vrai que je pense que toute personne qui s'occupe d'art a eu certainement des rencontres, et parfois plus que ça, ce qu'on peut appeler des véritables révélations, des petits chocs, et que ça peut remonter très très loin dans l'enfance. Pour mon cas, aussi loin que je puisse remonter, je me souviens que ma maman m'aidait à faire des petits cahiers de poésie en découpant des clairs de lune, en collant sur les feuilles les petits poèmes qu'on apprenait dès les... Après, vous vous étonnez que le petit garçon devenu grand devient poète. Certainement, elle a eu son influence. Sûrement, oui, hein, oui. Et puis, il n'y a pas eu que la maman, il y a eu aussi quand même la petite école, où je me souviens particulièrement d'un très très joli court poème de Verlaine, que l'on faisait apprendre aux enfants, dont on faisait apprendre aux enfants pas toutes les strophes, parce qu'il y a des strophes qui montrent que Verlaine est en prison au moment où il l'écrit. Alors ça, on va l'enlever pour ne pas effrayer les tout petits. Et ce poème qui s'appelle Dame souris trotte, noire dans le gris du soir, dame souris trotte, grise dans le noir, m'avait émerveillé, car à la troisième strophe, on entend Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Et ce changement de couleur m'avait vraiment vivement frappé. Au point que, maintenant j'ai une fille qui a bientôt 17 ans, quand elle était petite, je lui ai dit ce poème. Et au moment où j'ai prononcé, après avoir installé les couleurs, noir dans le gris du soir, grise dans le noir, et puis Dame souris trotte, je crois que c'est grise dans les rayons bleus. Et elle a fait « Oh !» Comme quoi il y avait ce choc de cette espèce de modulation musicale et picturale et chromatique. Et c'est peut-être l'une des sources les plus anciennes dont j'ai mémoire pour ce qui est de mon travail actuel. Après, il y a eu d'autres rencontres, et notamment les 3 mélodies très courtes de Claude Debussy, de 1913, d'ailleurs c'est Debussy, tiens, c'est le centenaire de ces mélodies. 3 poèmes de Stéphane Mallarmé. Quand j'ai découvert ces 3 mélodies, j'étais extrêmement surpris par 2 choses. Debussy, je le connaissais déjà, et chez Debussy, on peut dire que les lignes mélodiques ne sont pas carrées, je dirais, elles sont très fluides, très mouvantes. Et on pourrait dire qu'il s'agit plus d'une suggestion de chant que d'un chant. Eh bien, j'ai trouvé la même chose chez Mallarmé. Une suggestion de sens plus qu'un sens. Et ces 2 suggestions, du chant et du sens, ont paru faire une harmonie d'une grande richesse, quasiment dissonante, mais d'une dissonance plus belle que la consonance. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'avais 17 ans. Bien, nous venons de vivre un instant intéressant, puisque, en fait, nous avons été obligés d'interrompre l'interview pour des raisons techniques toutes simples. Et bon, tout est rétabli maintenant, et Louis Latour va continuer de nous raconter cette belle histoire qui est l'alchimie, qui fait qu'aujourd'hui il est un homme de lettres. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
en tout cas un homme d'émotion, puisque je Oui, suis là, vous m'avez je replongé suis parfaitement d'accord avec vous ça. m'avez replongé dans l'émotion Ouais. de ce souvenir lié à la révélation du petit poème de Verlaine. Et cette émotion, l'idée m'est venue d'essayer de la faire partager à une enfant qui a, qui a l'âge que j'avais moi à ce moment-là, quoi. Et c'était ma fille qui avait 6 ans, je crois. Et je me suis amusé à lui réciter ce Verlaine. Et au moment où on est passé de noir dans le gris du soir à grise ou bien rose dans les rayons bleus, elle a fait or. Et j'étais content de voir que j'étais pas le seul sensible à cette modulation chromatique, harmonique de la poésie de Verlaine. Donc ça a été un premier petit choc, ou grand, je ne sais pas. Et puis le deuxième, c'est à 17 ans, enfin, celui-là aussi, celui dont je me souviens en tout cas. Ce sont 3 poèmes de Stéphane Mallarmé, mis en musique, enfin 3 mélodies, pour piano et chant, et le compositeur est Debussy. Et là, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de découvrir chez Stéphane Mallarmé un sens qui n'est pas évident, pas appuyé, qui est seulement suggéré, et qui faisait une harmonie singulière avec le chant, car la ligne vocale, la ligne mélodique chez Debussy n'est pas comme une ritournelle très marquée, très carrée, mais elle est très ondoyante. Et je trouve que la suggestion de chant debussiste et la suggestion de sens mallarméenne font comme une harmonie. Et C'est une belle rencontre, en fait. C'est une très belle rencontre. C'est un choc, et un choc stimulant, et qui peut aussi stimuler et susciter une certaine jalousie en se disant mais c'est extraordinaire, ces 2 génies ont réussi un accord. Petite parenthèse, Debussy a composé ces 3 mélodies, attendez, je ne dis pas de bêtises, 15 ans après la disparition de Stéphane Mallarmé. Nous allons faire une pause musicale, justement pour illustrer les propos avec justement une... Avec Debussy, avec plaisir. Alors ce D'accord. petit berger de Claude Debussy, cette petite musique qui m'avait tant touché quand j'étais enfant, dont je vous ai parlé. Voilà, donc cette pause musicale, cette illustration musicale nous a apporté d'autres couleurs. Alors, ce petit berger de Debussy, c'était ma première rencontre avec Debussy. Et là aussi, 4 ou 5 ans après l'émotion de Verlaine, j'ai été saisi. La ligne mélodique, j'en parlais tout à l'heure, elle est modale, elle n'est pas tonale. Les harmonies paraissent étranges pour une oreille occidentale. Et là, cette espèce d'écart par rapport à la norme m'avait vraiment, vraiment beaucoup touché. Mais j'en reviens à la découverte ultérieure de Mallarmé et Debussy.
et à la jalousie que cette découverte a suscité. L'idée m'est venue, c'était bien prétentieux, que l'on pourrait peut-être essayer de créer pour le théâtre, non pas une œuvre musicale, mais une œuvre poétique, qui rassemblerait elle aussi cette suggestion de sens dans les vers, et la suggestion de chant, non pas par un accompagnement au piano ou à l'orchestre, mais par le travail de la déclamation ou de la diction. Sans le savoir, je m'engageais dans des années de travail qui peuvent se chiffrer par dizaines. Mais comme dit Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et ce manque de sérieux m'a permis de faire le fou sans en être conscient à ce moment-là. C'est un sérieux, un futur d'être. Ah, bravo. Et ce que j'ai découvert aussi avec ces 3 poèmes de Stéphane Mallarmé, c'est bizarrement, cette poésie m'a semblé colorée. Mais je ne dis pas que Mallarmé citait des noms de couleurs. Par exemple, dans la 2e pièce, qui est une espèce de sonnet façon Louis XV, un pastiche, Princesse a jalousé le destin d'une ébé qui point sur cette tasse au baiser de vos lèvres. Princesse, destin, point. Ce son 1, qui est une des 3 voyelles nasales du français, m'a vraiment paru intérieurement comme d'une couleur bleu, vert, cendre. Ça paraît étrange, on peut se moquer de moi, mais j'ai découvert plus tard que ça s'appelle de la synesthésie. Et peu à peu, je me suis aperçu que toutes les couleurs, toutes les voyelles du français, il n'y en a pas 6 comme l'alphabet nous ferait croire. Je crois qu'il y en a 15 ou 16 voyelles nasales, un, on, en, les o, les o, la rose, l'aurore, les et, les et. Enfin, il y en a une grosse quantité, les e, les e, il y en a énormément. Attention, on sent déjà avec cet exemple, on sent déjà l'homme qui maîtrise le son, mais qui maîtrise aussi le son par la couleur, ou la couleur par le son. C'est vrai que je suis extrêmement sensible, avec avec une écoute un peu exagérée, un peu soutenue. Si par exemple, à cette seconde, si je parle assez vite sans faire trop attention à ce que je suis en train de dire, ou bien si je parle un peu moins vite en faisant plus attention à ce que je viens de dire, bien attention, viens, plus, toutes ces couleurs sont déjà un élément de poésie. Petite parenthèse à propos du grand fleuve de polémique entre le vers rimé ou le vers libre, etc. Boileau. C'est vrai, parce que je connais bien l'association Louis Guillaume, le vers en prose. Ah, d'accord. Enfin, poésie en prose, pardon. Oui, eh bien, ce que peu de gens savent, on prend Boileau pour le grand contempteur, le législateur du Parnasse. Bon, mais Boileau appelait poème tout roman, toute œuvre littéraire. Boileau lui-même appelait. Donc la poésie, Mallarmé disait, chaque fois qu'il y a effort au style, il y a vers. Donc le simple fait de s'efforcer de prendre une conscience plus grande de la qualité vraiment sonore, signifiante, tout le son, le sens, même la valeur graphique, tous ces éléments sont un pas vers la poésie, qui est à mon avis une espèce d'élargissement de l'univers des sensations humaines, une exploration de cet univers de tout ce que nous pouvons ressentir à travers ce qui nous est le plus proche et que nous utilisons parfois pas toujours consciemment, qui est notre langue natale. Et donc, j'ai commencé à parler des couleurs. Je n'ai rien inventé. Je vais prendre l'exemple des voyelles nasales. Un, on, en. Il est un de mon sang. On, en, un. Plonge-le dans le mien. Corneille le Cid. Il est un de mon sang. Plonge-le dans le mien. Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Je vous ai parlé de mon goût pour le son 1, la teinture du tien. En plus, ça peut s'écouter ou se lire de gauche à droite et de droite à gauche, teinture du tien. Je pourrais citer énormément d'exemples. Et on va penser à l'harmonie imitative, aux assonances, mais ça va bien plus loin que ça. L'harmonie imitative, l'exemple le plus célèbre, ce sont les serpents de Racine. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Dans les fureurs d'Oreste, Oreste devient fou, il voit des serpents. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Un autre exemple d'harmonie imitative, c'est dans Le Rameur de Paul Valéry. Valéry se peint lui-même en train de battre les flots de ses rames, donc
En onomatopée, c'est le plouf avec le L. Et Valérie écrit « Il faut que le ciel cède au glas des lentes lames. Il faut que le ciel cède au glas des lentes lames. » Il y a 6 L prononcés chez Valérie. Le record de Racine des 5 S est donc battu. Mais c'est une harmonie qui fait penser exactement à la situation. Je veux dire, intellectuellement, on sent les serpents siffler et on sent l'eau être battue de ses ploufs réguliers. Mais il y a une autre harmonie poétique qui n'est pas directement liée à l'imitation. Un exemple flagrant m'en vient, c'est dans Racine. Bérénice de Racine. Titus se méprise parce qu'il doit choisir entre l'Empire et sa femme, et Bérénice son amante, mais elle est reine de Palestine et la loi romaine interdit d'épouser une reine, donc il va devoir renoncer, et il se méprise d'hésiter. Et voilà ce que dit Racine. Alors je prie les auditeurs d'écouter les chuintantes, les che et les je, et les sifflantes, les s et les z, dans cet extrait qui est particulièrement remarquable comme rassemblement et concentration de ces ch, je, s et z. Depuis 8 jours je règne, et jusques à ce jour, qu'ai-je fait pour l'honneur, j'ai tout fait pour l'amour. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Où sont ces heureux jours que je faisais attendre? Quels pleurs ai-je séchés? Dans quels yeux satisfaits ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? L'univers a-t-il vu changer ses destinées? Sais-je combien le ciel m'a compté de journées, et de ce peu de jours si longtemps attendus? Ah malheureux, combien j'en ai déjà perdu. J'ai exagéré un petit peu les liaisons. Mais si j'insiste sur ce travail sonore de Racine, c'est pour le distinguer des premiers exemples qui étaient purement imitatifs. Là, qu'est-ce qui se passe? On a Titus qui se méprise, qui se flagelle lui-même pour oser hésiter entre son noble devoir d'empereur et puis son amour. Et on dirait qu'il est réduit à une expression proche du bruit, à une expression rudimentaire, essentielle au bout des ressources de l'expression humaine. Il en arrive à ce qu'on appelle un chant, le chant racinien, mais à cette langue extraordinaire que Racine invente, hein, parce que Racine est assez différente de Corneille, ça c'est assez magnifique. Nous allons revenir à l'alchimie de Louis Latour. Ah. Parce que avec Louis, j'espère que nous allons nous retrouver au cours d'une série d'émissions. Et là, avec Louis, on part dans le rêve très facilement. Enfin, je pense que vous l'avez ressenti, chers amis, mais on part dans le rêve, on part dans la poésie, on part dans un monde imaginaire, on part loin, en tout cas on part en voyage avec Louis. Donc j'espère qu'il va nous continuer, nous offrir ces voyages un peu plus tard. Mais là, nous revenons à l'alchimie, c'est-à-dire, bon, Louis nous enchante avec toute sa verve et toute sa connaissance. Mais qu'est-ce qui fait que Louis est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Eh bien, c'est la petite erreur de jeunesse qui m'a fait croire capable d'écrire une pièce en alexandrin mesuré rimé pour le théâtre. J'ai dit que cette idée m'était venue à 17 ans, mais il a fallu bien des années pour arriver à comprendre comment on pouvait tirer de l'alexandrin autre chose qu'une pâle répétition, autant que faire se peut. Entre nous, cette pièce, j'y ai travaillé tous les jours, de très tôt le matin jusqu'à midi, pendant 9 ans. Alors, Louis Latour monte sur les planches? Non, pas encore. Jamais? Pas encore, non. Cette pièce, si, pour Mallarmé. Pour Stéphane Mallarmé. La mise en scène de l'après-midi d'un faune Hérodiade de Stéphane Mallarmé. Pour le Narcisse. C'était vers quelle époque? 92, 13, 14, voilà, 15. Une vingtaine d'années. Voilà. Louis Latour monte sur la scène, enfin. Et ça se passe comment? Mais écoutez, j'ai essayé de vérifier le proverbe, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et là aussi, nous sommes dans l'alexandrin. Oui. Mais comment vous dire, c'est vrai que
essayer de jouer des pièces. Voilà, c'était une espèce d'hommage rendu à ce Mallarmé qui m'avait conduit à la poésie, Mallarmé qui m'a conduit à Valéry, Valéry qui m'a conduit à Racine. Mais quand même, cette conscience phonétique dont je vous ai parlé, le rêve dont vous avez dit gentiment vers lequel vous dites gentiment que je vous emmène, ça fait partie du travail du comédien, ça n'est pas si distinct. Être conscient, cette prise de conscience au fur et à mesure de l'écriture de la pièce que j'ai menée à bon terme sur scène, qui a été créée en 1991 et dont le titre est Adonis, hein, ce personnage de la mythologie. D'accord. C'est avec ce travail très lent et très patient que j'ai découvert toutes les ressources de l'expression écrite, mais aussi orale. Hein. Regardez, en travaillant, je me suis inspiré évidemment de ce qui avait été fait avant. Quand on voit dans Paul Valéry le Narcisse, Narcisse se penche sur son reflet dans l'eau, il ne peut pas se toucher lui-même, dès qu'il touche l'eau, elle bouge, et il relève la tête vers le ciel et il maudit les dieux. Il se maudit lui-même de ne pas pouvoir... Il maudit son sort. Et puis il se regarde à nouveau et il s'admire et il dit, c'est Valéry qui écrit, « Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème. Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème. » L'actrice, j'ai confié ce rôle de Narcisse à une actrice et j'ai joué l'autre Narcisse, enfin j'ai joué le reflet ou le double. Elle me disait, ce vers de Valéry, c'est un vers qui 6 fois fait se fermer les lèvres. « Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème. » Elle me disait, on dirait un baiser. Et je lui dis, et on dirait aussi bien un baiser, oui. Et on dirait aussi bien le balbutiement d'un enfant au bord des larmes qui ne peut pas atteindre ce qu'il veut. Le pot de confiture est trop sur l'armoire. Et vous voyez, mais cette conscience, vraiment, et aussi tous les « haies », mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème. Hein, c'est une... Alors le « haies », moi je le vois dans les tons un peu clairs, un peu gris, mais gris vivant. C'est une voyelle très adoucissante par rapport... Regardez aussi les diphtongues. Dans un alexandrin, il faut qu'il y ait 12 pieds, comme on dit, ou 12 syllabes. Il nous emmène encore ailleurs. Mais c'est parce que c'est mon travail de comédien aussi. Regardez, vous êtes obligé de faire 12. Comment on va faire? Alors, on peut faire des 12 qui sont très secs et complètement débiles, car elle avait gardé les pattes pour sa mère. Mais on peut faire... Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Non, pourquoi débile? Non, parce que je plaisante. Ça, c'est du vite fait, c'est du faire comme on peut faire, c'est du tout venant. Mais... écoutez bien celui-là. Va, dis-je, et sans vouloir te charger d'autres soins, vois si je puis bientôt lui parler sans témoin. Voix de sonorité, puis de sonorité, bientôt lui témoin. Toutes ces sonorités sont une sorte de pâte que nous allons savourer au moment de l'interprétation. Il y a évidemment tout le côté psychologique du caractère, mais qui est fondu avec la qualité proprement sonore. Et là, vraiment, le bruit de la langue participe au sens. L'articulation sonore étaye la pensée. Ah, et aujourd'hui, Louis Latour, qui est-il? Aussi patient que quand j'avais 20 ans. Et je ne me suis pas découragé. Je trouve que c'est une belle récompense d'avoir... Patient ou bien une patience impatiente? Valéry, génie, ô longue impatience. Oui. Et il est sage de cultiver la patience, dit l'autre grand Vinci. Ma foi, si l'on a la veine de ne pas être tributaire matériellement de ce que l'on produit littérairement, c'est extraordinaire. On a quand même le temps, le loisir de mûrir. Louis, vous avez quand même des formations, vous donnez des cours de... Eh bien, moi, j'ai fait bizarrement musicologie. Sorbonne, licence. C'est ma formation première. J'ai fait un peu d'instruments. Je suis pas loin d'être un très bon pianiste, mais je sais assez de piano quand même. Et puis, c'est vrai que c'est assez passionnant de découvrir les rapports, justement, dans la création, dans l'écriture, entre l'écriture musicale et l'écriture poétique. J'ai parlé d'Olivier Messiaen. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Lui voyait des couleurs dans les sons, dans les accords. Ça me touche beaucoup de penser qu'un musicien est synesthète, et je vois vraiment dans le rapport des couleurs de la langue française, de toutes les voyelles, comme un miroitement. Et c'est vrai qu'en s'appuyant sur ces couleurs phoniques, phonétiques, on peut essayer de tirer du vieil alexandrin des couleurs nouvelles. Et voilà. Je dois vous dire, c'est pas pour afficher une espèce de gloire, mais c'était quand même charmant de la part de cet homme de l'avoir fait,
pour le manuscrit d'Adonis, j'ai été reçu par Antoine Vitesse, qui venait d'être nommé à la Comédie Française, administrateur de la Comédie Française, et il m'a prédit un retour de l'Alexandrin. C'était certainement pour me faire plaisir, mais bizarrement, cette phrase qui était touchante, qui était charmante de sa part, moi tout à fait inconnu, et entendre ça de cet homme de lettres et de théâtre réputé, je me disais, oui, mais tirer un jus nouveau de cette vieille salade, ça demande quand même d'y laisser beaucoup de sa chère tranquillité. Et c'est un travail vraiment très très patient. Voilà. Hors antenne, vous avez commencé à nous raconter une anecdote. J'en fourmille. C'était sur... Le piano. Ah, le piano. Ah, oui, c'est ce petit berger dont j'ai parlé tout à l'heure. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Et j'avais un petit camarade, Pierre, au lycée Buffon. C'était le petit lycée. On n'a jamais appelé ça collège. J'ai jamais été au collège. C'était le petit lycée Buffon et le grand lycée Buffon. Et je voulais changer de professeur. Je m'ennuyais un petit peu. C'était peut-être moi qui travaillais pas assez. D'ailleurs, c'est pas la faute du prof. Et Pierre me dit, écoute, mon grand-père a un conservatoire. Alors, je suis très impressionné. C'était boulevard Raspail, à l'angle de la rue de Rennes et du boulevard Raspail. Me voilà donc un soir entré tout impressionné dans cette odeur de bois ciré, dans ce bel immeuble, et fourmillant de musique, hein, un piano dans chaque pièce, des flûtistes, du violon qui sonne à travers la porte, voilà. Et puis j'entre, et voilà, et je vois une dame âgée et un petit peu tout sautante, avec des grosses lunettes, qui me dit, bon, jouez-moi quelque chose. Alors je joue comme je peux, puis un vieux monsieur débarque, avec une voix rocailleuse. Mais il est doué, ce petit! Alors, je suis très impressionné par ce vieux monsieur. Qui est-il? Et puis, la vieille dame, qui était l'épouse de ce monsieur, dit à Pierre, qui était son petit-fils, « Pierre, joue-lui ton Debussy. » Et Pierre joue ce petit berger que nous avons entendu tout à l'heure. Je suis saisi. Ah, je ne peux plus bouger. Et une fois que Pierre a terminé, la grand-mère me dit, en tout sautant, « Ça vous plaît ?» Et moi, je regarde cette dame qui est absolument charmante, mais qui me paraît complètement idiote. Comment ça, si ça me plaît? Mais c'est extraordinaire, cette musique. Et vous voulez le jouer? Ah, c'était une bénédiction. Et alors, j'ai eu 2 professeurs à ce conservatoire, une professeure italienne, et puis Jean Courbin, c'était le nom de ce vieux monsieur, dont j'ai appris qu'il avait travaillé lui-même avec Claude Debussy. Voilà, une grande émotion, une grande fierté. Eh bien, c'est ainsi que nous allons nous quitter, parce que nous arrivons au terme de l'émission. Et en tout cas, moi, j'étais enchanté, tout simplement enchanté. Merci Louis Latour. Merci pour votre accueil chaleureux. De nous emmener là, si loin et si haut. À très bientôt pour une autre émission, j'espère. Au revoir. Au revoir, chers amis. Et à très bientôt pour une autre émission de Alchimie. Au revoir. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, Louis Latour nous fait le plaisir de venir nous rencontrer dans l'émission Morphose. Et nous allons discourir, parler, évoquer ce qui a fait qu'un jour il a écrit une pièce dont le titre est Adonis, qui a été, bon ça remonte, hein, c'est en 1997 je crois, et c'est au Théâtre de l'Art, enfin, le Théâtre de l'Art, qui est une association qui a participé à l'édition de ce... Association Théâtre d'Art, en effet, oui. Donc, en parcourant donc rapidement, bien sûr, il s'agit donc d'Adonis. On a Aphrodite, donc toute cette histoire qui
Je pense que je vais donner la parole à Louis Latour. Bonjour Louis. Bonjour, merci de votre accueil. Eh bien, Adonis, ça se résume en une seule phrase. Tout l'amour d'Aphrodite ne peut pas détourner Adonis de la chasse où il trouve la mort. Alors, je vais citer quand même deux, trois choses, deux, trois phrases qui ont été, qui ornent cet ouvrage. Un cristal, une parole qui se briserait à toute résonance trop brutale. Oui. Oui, c'est bon, c'est ce qui a été en tout cas, c'est un commentaire. Un trouble puissant, un lieu légitime. Un lien légitime. Un lien, pardon. Un lien, alors, un trouble puissant, un lien légitime avec la tragédie du pays déchiré par la guerre. Ah, je devrais y revenir. Libération. Et la Revue du Liban, qui a écrit aussi, bon, une harmonie rare sur les scènes du théâtre contemporain. On lit, enfin, moi je lis ça et je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été au théâtre ce jour-là? Eh oui, la pièce a été en effet montée avec le concours de l'Institut du monde arabe. Et ça paraît un peu étonnant pourquoi Adonis? Eh bien, Adonis, le jeune homme de la mythologie dont j'ai parlé, est aussi connu au Liban que chez nous. Je vais faire une petite référence un peu enfantine, que chez nous, bon, pas que pour cette raison, mais que chez nous, le prince charmant. Je m'explique. Supposons qu'un petit enfant n'ait pas fait ses devoirs à l'école, un petit garçon, une petite fille à Beyrouth, on va dire plutôt une petite fille. Ah, mais tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas été sage. Tu sais, Adonis ne viendra pas te voir, et il est très beau, il y en est vraiment. J'ai beaucoup travaillé avec les Libanais, je ne parle pas très bien l'arabe, mais même très mal, mais j'ai eu tellement de commentaires sympathiques dans cet accent et dans cette langue que j'en suis encore marqué. Donc Adonis, eh bien, son origine est multiple. On croit que c'est un jeune homme grec, pas seulement. La Perse, l'Arabie, Chypre, la Syrie, hein, avec A2S, la Phénicie. Ce mythe est un des seuls mythes qui soit commun entre les Grecs et les Sémites. Voilà. On m'avait demandé comment l'idée de travailler sur ce thème m'était venue. J'avoue que j'ai pas retrouvé. J'ai cherché au fait pourquoi j'ai commencé par cette histoire, pourquoi est-ce qu'elle m'a touché. Adonis, c'est effectivement, Adonis, c'est Adon, c'est Seigneur, le Seigneur. Oui. En araméen et en hébreu. Oui, les gens qui ont travaillé sur l'étymologie ont trouvé bien des choses très étonnantes. Et je crois même me rappeler avoir lu que la combinaison Adon, qui voudrait dire Seigneur, et le is, qui serait un suffixe attaché aux esclaves plutôt, bizarrement, il faudra que je vérifie mes sources, ferait un peu la double polarité de l'homme. Le maître esclave, oui. Ah. Oui. Et c'est vrai que bizarrement, c'est le travail sur les Alexandrins qui m'a fait entrer dans l'histoire. C'est creuser le vers, creuser la langue, pour prendre l'image de Mallarmé, qui m'a fait découvrir des choses de plus en plus profondes sur ce thème. On sait qu'Adonis est né d'un arbre. Je vais résumer. Mira, la jeune princesse Mira, tombe amoureuse de son père Kiniras, le roi de Chypre. C'est un amour impossible. Elle en dépérit, elle en meurt. Et sa nourrice, voyant celle qu'elle a élevée dans cet état, la force à avouer ce qu'il y a. Et la nourrice, effrayée, découvre que Mira est amoureuse de son père. Et, plutôt que de voir cet enfant mourir, elle va profiter d'une soirée un peu arrosée pour glisser Mira dans le lit de son propre père. Au réveil, le père s'aperçoit de la chose. Mira fuit. C'est Ovide qui dit « Elle fuit, elle traverse l'Arabie fertile en palmiers. » Et au bout de sa course épuisée, elle lève les yeux vers le ciel. Elle dit « Mon crime est si grand que je ne suis pas digne même de mourir et ni de rester sur terre. Trouvez, faites quelque chose. » Et la prière est entendue. Voilà que son corps se couvre d'écorce, ses bras deviennent branches, ses doigts brindillent. Et ça devient le résineux, le baumier, Mira, l'arbre à myrrhe, dont la myrrhe fut jadis d'un commerce très, très précieux en Orient. L'or se doit au roi, l'encens au dieu, la myrrhe à l'homme. Adonis, fils de Mira, peut être regardé comme une figure essentielle de l'homme. Voilà. Il y a autre chose que je tiens à dire. Lorsque Adonis meurt, je passe sur sa vie, c'est un jeune chasseur, il est le plus beau du monde, au point que,
Aphrodite, j'ai gardé le nom grec, mais pour les latins, c'est Vénus, et pour les arabes, c'est Ashtarut, hein, ou Astarté aussi. Astarté. Voilà. D'ailleurs, l'actrice qui joue le rôle d'Aphrodite a beaucoup aimé le caractère dans la pièce assez puissant, violent, voire destructeur d'Aphrodite. Ça n'est pas le nom de l'actrice? Mireille Safa. Mireille Safa. Ce n'est pas la Vénus qu'on peut imaginer tendre, environnée de petits héros joufflus, des petits anges dodus et charmants et des petits. Non, c'est une personne extrêmement puissante. Et elle, donc l'actrice, elle-même est libanaise. La distribution a été faite entre 3 acteurs libanais et 3 acteurs français. Dans la pièce, il y a Adonis, Aphrodite, Eros, qui est le personnage puissant, primordial de la théogonie, et 3 nymphes, qui sont comme des échos ou des augures, qui pourraient avoir le rôle du cœur dans la tragédie antique. Donc, j'en étais où? J'en étais à parler des personnages, de l'interprétation, oui, de la violence. Oui, ce que j'ai découvert pour la mort d'Adonis. Adonis chasse le sanglier. Bon, hors micro, nous avons évoqué l'Ardèche, dont j'ai eu la surprise que les 2 personnes ici présentes connaissent très très bien l'Ardèche. C'est le pays l'évoquer de nouveau. Hein. Voilà. C'est le pays de tous mes ancêtres, et la maison familiale, 1791 gravée au-dessus de la pierre, est toujours là. Donc en Ardèche, mais comme dans toutes les régions, toutes les campagnes et tous les bois de France, on voit l'écorce des arbres qui est arrachée souvent par le sanglier, hein, l'écorce, les résineux notamment. Et pourquoi le sanglier fait cela? Il frotte ses soies, ses défenses, et évidemment, il se débarrasse de se débarrasser de la vermine, mais il y a une conséquence inattendue, c'est que la résine, elle durcit sur les soies du sanglier. Et il m'est arrivé une idée, ce sont les alexandrins, c'est la pièce qui, à force d'être travaillée inlassablement, ça m'a quand même pris 9 ans jour et nuit, pour une pièce qui est assez courte en durée, hein, c'est à peu près les 2/3 d'une tragédie racinienne, 1h30 au théâtre. Eh bien, Adonis ne peut pas tuer le sanglier. La lance d'Adonis glisse sur des soies qu'a durci la résine de l'arbre qu'elles ont frotté. On peut très bien imaginer que le sanglier s'est frotté au balsamier, au baumier, à l'arbre de Myra. Or, lorsque Myra meurt, lorsqu'elle est changée en arbre, les larmes qu'elle verse, c'est la myrrhe. Conséquence, ce sont les larmes de Myra qui rendent Adonis impuissant. Je laisse la psychanalyse s'emparer du sujet, mais c'est insondable. Moi, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est ce que les alexandrins me montrent. Je n'ai lu ça nulle part, mais en travaillant le vers, avec les couleurs, avec la sémantique, avec le bruit de la langue qui participe au sens, avec l'articulation sonore, on arrive à trouver des choses extraordinaires, comme en travaillant à l'envers, en partant du bruit pour essayer de creuser la signification. Ça doit nous renvoyer aux origines du langage. Hein. Ce sont des sujets qui sont un peu... Ils sont abordés par ailleurs, sûrement. Ma muse ne touche qu'en tremblante à des sujets si hauts, dirait La Fontaine. Faites-nous le plaisir de nous lire quelques vers. Oui. De nous les dire, puisque... Oui, je pense que je les sais par cœur. Je vais essayer de vous trouver un passage intense et puis un passage plus violent. Ose, ô toi, vent du soir, te faire un peu moins froid. Au moins songe aux oiseaux que tu saisis l'effroi, songe aux frissons des bois, songe sur toute chose, au calme qui régnait dans ces bassins de roses, au calme des buissons où tu ne soufflais pas. Tu nous as su contraindre à perdre trop de pas, tu n'as à nos dépens que trop poussé l'audace. Et en fait, ce vent auquel la nymphe adresse une prière, c'est pas du tout pour faire joli. Ce vent est celui qui annonce la catastrophe, le dénouement et la mort d'Adonis. Le vent de Thrace, c'est le vent du nord-est, hein, le vent froid. Alors, si on situe cela dans l'Antiquité, on peut imaginer quand même la Grèce, et on peut imaginer que ce vent vient du pays d'Arès, la Thrace, le dieu de la guerre. C'est vrai que j'ai eu la surprise de voir cette pièce, qui était apparemment une œuvre de théâtre d'art, poésie pure, etc., a eu d'énormes échos et résonances politiques. Adonis, pris entre l'arbre de sa mère, de sa naissance, et le vent, notez bien que le vent, c'est aussi l'anémos, l'anime, l'âme, le souffle des êtres.
et qu'Adonis, en mourant, donne naissance à l'anémone, anémos, le vent. Et là, je vais dire franchement que certains ont imaginé Adonis pris entre l'arbre et le vent. Mira, sa maman, c'est un nom d'origine sémitique. Adonis, entre l'arbre et le vent, a été vu comme le Liban, entre la Syrie et Israël. Je ne l'ai pas voulu. J'en suis pas malheureux. C'est l'histoire d'un homme qui est broyé. Et voilà, l'impuissance essentielle de l'homme, hein, le maître et le seigneur, qui est celle de chacun de nous. Moi, j'ai envie de nous faire plaisir. Mortel, ouvre les yeux. Ah, mais ça, je vais vous dire, oui, évidemment, Aphrodite est au bout de ses ressources d'expression. Elle veut absolument conquérir ce jeune homme, non seulement lui faire partager son amour intense, mais le sauver de la mort. Une mort à laquelle Adonis ne cesse, enfin, vers laquelle il ne cesse de se projeter, plus ou moins consciemment. Ce que m'ont appris les vers, et ce qu'on voit peu à peu à travers la pièce, c'est que, d'ailleurs ça suit le procédé, le chemin de mes 10 ans de travail, les raisons du refus de l'amour d'Adonis se découvrent très progressivement. Je vais vous lire le passage où Aphrodite implore Adonis de lui céder. Avant, je vais vous proposer une illustration musicale. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va... Je vous avais proposé Olivier Messiaen. Eh ben, pourquoi pas La Colombe. La Colombe, très jolie couleur, très belles harmonies. Nous allons donc écouter cet extrait et puis nous revenons à cet immense poème écrit par Louis Latour. Bien, nous reprenons. Un extrait d'Adonis. Oui. Aphrodite, amoureuse, Adonis, rebelle. Ah, cesse d'être ainsi cruel envers toi-même. Alors que mes 2 mains te tendent son miroir, qu'as-tu besoin de fuir ton plus divin devoir? Croirais-je que ton cœur hésite entre ces charmes et ceux dont tu n'obtins et n'obtiendras que larmes? Croirais-je qu'à jamais tu veuilles rester seul, efface des reflets de l'onde ton linceul? L'amour nous a pourtant défait son lit de feuilles. Acquiesce à son désir, il veut que tu m'y veuilles, et ton esclave même, et ton suprême bien, et prenne pour son temple un corps qui t'appartient. Ne sens-tu pas en toi quelque secrète envie de vaincre ce feuillage où l'ombre nous convie, ces branches que le Dieu t'écarte de ses mains? Viens, laisse ton soleil poursuivre ses chemins et viens plus près de moi. Tu sens combien je t'aime. Triomphe en même temps de l'ombre et de toi-même et viens enfin connaître un feu pareil au tien. Farouche et bel enfant,
soupçonnes-tu combien tu vas me rendre heureuse en m'avouant pour tienne? Dis-moi, ne veux-tu pas qu'enfin je t'appartienne, et l'âme ou la rumeur d'un plus profond lien, et l'âme ou la rumeur d'un souffle pour lien, d'un plus profond amour te fasse l'entretien? Tu n'as donc point pitié de ta nymphe éperdue, d'une amour, d'une foi que tu sais mettre due. N'est-ce à toi de répondre au plus tendre transport? N'est-ce à toi qu'Aphrodite appartient âme et corps? À toi qu'elle a promis sa plus divine étreinte? Enfant, ne sois point sourd à sa funeste plainte. Ce vent, lui, nous promet les plus affreux hivers. Il ne faut point tarder, mes bras te sont ouverts. Il n'est plus rien de moi, rien que tu doives craindre. Ne veux-tu pas du moins entre les tiens m'étreindre, ou me laisser enfin, enfin, bel Adonis, moi-même entre les miens étreindre le seul fils d'un arbre? Le son 1, comme dans le teint T-E-I-N-T d'un visage, le teint T-A-I-N du miroir ou le teint T-H-Y-M de la Provence et de l'Ardèche, peu cher. Ce son 1, je le vois bleu vert cendre. Et je le vois aussi comme un peu là. Si le miroir avait une couleur, ce serait cette couleur-là. Le miroir, encore la psyché, l'âme, le souffle des êtres. Adonis est là. Peu à peu, Adonis découvre lui-même découvre le pourquoi de son refus de l'amour. Ne sais-je pas assez combien chez ceux qui s'aiment de troubles, de tourments les traits de l'amour sèment? Ne sais-je pas assez ce qu'est d'être Adonis? Moi, le malheur de ceux dont je suis né le fils, moi tout au vain récit de cette nuit funeste, à la faveur de quoi fut consommé l'inceste. Voilà, ça c'est dans une scène entre Adonis et Eros. Nous arrivons doucement au terme de cette émission. Et je vais demander à Louis Latour de nous dire encore ces quelques vers que moi je trouve particulièrement à dire. C'est la toute fin. C'est la toute fin. Le dernier vers, je vais d'abord vous dire le dernier vers, vous allez voir pourquoi. Parce que la comédienne ne le disait pas comme on aurait pu croire, d'une façon linéaire, neutre. Il y a un petit arrêt, et le dernier mot est interrogatif. Je dois dire que cette œuvre a été jouée juste à la fin de la guerre du Liban, et au cœur de tous les Libanais qui étaient dans la salle, et forcément de la distribution, c'était tout à fait lié. Ce n'était pas une chose jolie, gracieuse, avec des petites fleurs et des petits oiseaux. Aphrodite sur le corps mort d'Adonis. Tombez, feuilles, tombez, et faites-vous en ombre cet ondoyant tapis qui veille la terre sombre. Tombez, feuilles, jonchées sans l'ombre d'un remords, les noirs, les froids chemins qui mènent chez les morts, par où même certains choisissent d'y descendre. Si nos espoirs de fruits gisent réduits en cendres, la fleur, l'ardente fleur qui tient son nom du vent, témoigne qu'Adonis est à jamais vivant. Louis Latour, merci. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir enchantés encore. Et j'espère que nous allons pouvoir nous donner rendez-vous de nouveau encore chaque semaine, pendant un certain temps en tout cas. C'est mon vœu. Voilà. Difficile de résister à un accueil si chaleureux. Merci. Chers amis, merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi Louis Latour. Je rappelle le titre de son œuvre, Adonis, Louis Latour, au Théâtre d'Art, édité par le Théâtre d'Art, qui est une association. À très bientôt, chers amis. Au revoir pour une autre émission de Morphose.